Pourquoi se lève-t-on le matin? Question mal posée car tout le monde ne saute pas du lit avec la même précipitation. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre les gens pressés de se lever et ceux qui préféreraient rester couchés? Eh bien c'est une différence d'énergie. Les uns vont vers la nouvelle journée et les autres s'éloignent de cette nouvelle journée qu'ils redoutent. Mais nous ne sommes pas dans la même énergie tous les jours. Certains jours on saute carrément hors du lit alors que d'autres jours on s'accroche à la couette en espérant se rendormir. Une grosse part du développement personnel consiste à nommer la force qui nous fait avancer vers l'avenir et la force qui nous retient au lit. Et bien souvent, nous ne maîtrisons pas cette analyse, faute de n'avoir jamais pris la peine de la mettre en lumière. Pour chacun de nous, certaines valeurs sont plus importantes que d'autres. Et la somme de toutes ces valeurs est appelée notre système de valeurs. Et c'est ce que nous cherchons constamment à satisfaire pour avancer dans la vie. Car ce sont ces valeurs ou ces critères qui gouvernent complètement la façon dont nous vivons. Bien sûr, la manière dont on saute du lit, comme on vient de le dire, mais aussi les maisons que nous habitons, l'éducation que nous donnons à nos enfants, les causes que nous défendons, ce que nous faisons pour gagner notre vie, les voitures que nous conduisons et la façon dont nous nous habillons. Pensez à la manière dont les femmes choisissent leurs vêtements. Pour certaines femmes, un vêtement doit être fonctionnel, durable dans le temps, facile à porter. Alors que pour d'autres, le vêtement doit faire de l'effet. L'une de mes amies n'achetait que des vêtements en seconde main. Parce que pour elle, un vêtement n'avait de valeur que s'il avait vécu, s'il avait été porté, s'il avait une histoire. Un peu comme un être vivant. Alors que pour moi qui fais mes vêtements, moi-même depuis que j'ai 14 ans, j'ai un dégoût à l'idée d'enfiler un vêtement dans lequel quelqu'un d'autre aurait transpiré. Donc vous voyez l'écart du monde différent. Tout cela est possible, même au travers du vêtement que nous portons. D'où l'importance de bien connaître nos critères dominants, afin de mieux comprendre nos comportements, et d'où l'importance aussi de bien connaître les critères des personnes qui nous entourent, pour comprendre leur comportement, mais surtout, pour les prévoir. Les critères constituent une clé, une référence, une mesure qui nous permet d'ouvrir la porte de notre subjectivité ou celle des autres. D'où viennent ces instructions si puissantes? Eh bien, c'est le milieu culturel et familial qui détermine nos critères et nos valeurs dès le départ de notre existence. Je prends comme exemple, les parents ont pour mauvaise habitude d'exprimer constamment leur propre système de valeurs, en nous disant ce qu'ils veulent que nous fassions ou que nous ne fassions pas, ce qu'ils veulent que nous disions ou ne disions pas, etc., etc. Si l'enfant accepte leurs valeurs, alors il est récompensé. Il est un bon petit garçon et une bonne petite fille. Si l'enfant refuse, alors les problèmes commencent et les punitions de tous ordres se mettent à pleuvoir. En fait, la plupart de nos valeurs ont été programmées au travers de cette technique de punition et de récompense. Soit que nous adoptions exactement ce que notre environnement éducatif nous propose, soit que nous le rejetions en bloc et adoptions alors des valeurs diamétralement opposées. Tous ces critères vont s'organiser en hiérarchie, du moins important au plus important. Mais la hiérarchie n'est pas la même pour tous. Je m'explique. Il se pourrait que toute une famille attache beaucoup d'importance, par exemple, à l'obéissance, l'honnêteté, la créativité. Mais peut-être que pour le père, l'obéissance est primordiale et la créativité arrive en fin de parcours. Alors que pour son fils adolescent, c'est la créativité qui est primordiale et l'obéissance en fin de parcours. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour imaginer la différence de personnalité que cela suscite entre le père et le fils. Alors qu'ils veulent tous les deux la même chose, mais ils ne le veulent pas de la même manière. Et puis, au fil du temps, la hiérarchie de nos critères va évoluer. Certains vont disparaître de notre chaîne et d'autres vont s'intercaler. Et cela s'installe de la manière la plus naturelle du monde parce que, au fil du temps, nous sommes confrontés à des cartes du monde différentes.
Exemple. Chez mes parents, une fois qu'il est 8 heures du soir, moi je dois aller au lit. Alors que chez mes grands-parents, il n'y a pas d'heure pour se coucher. Dès que l'enfant commence à aller à l'école, les parents sont surpris du changement comportemental de leur petite merveille. L'enfant se dit « Ouais, à la maison, moi je ne peux pas mettre les coudes sur la table, alors qu'à la cantine, plus je suis dégoûtant en mangeant et plus je suis admiré par mes copains. » Pour l'anecdote, quand j'ai connu mon deuxième mari, nous avions chacun 2 filles de 14 et 16 ans. Et ma plus jeune de 14 ans avait une façon toute particulière de dire maman quand elle voulait me faire craquer. Alors elle utilisait une sorte de meuglement bovin, « Momo !» que personnellement je trouvais très attendrissant. Et quelle ne fut pas ma stupeur de constater qu'un jour mon amoureux était sorti hurler sa colère dans le petit bois d'à côté. Car l'intonation utilisée par la plus jeune de mes filles lui laissait supposer que si elle faisait le veau, c'est qu'elle me prenait pour une vache. Si cela vous intéresse de définir votre hiérarchie de critères, rejoignez-moi sur le podcast après vous êtes acquitté d'un versement de 4,95 €.